L'actuel à une, c'est avec vous, Karim Bouaziz. On reste en Palestine. Après Raza, en Cisjordanie, un autre génocide se déroule, celui de la terre. En effet, on le constate et on le redit, le concert de condamnation de Netanyahou et sa clique de messianistes concernant les bombardements monte en intensité. Or, un autre génocide silencieux, celui-là, mais ô combien fatal pour le peuple palestinien, se déroule, et pas depuis le 7 octobre, mais bien antérieurement, à savoir l'annexion des terres en Cisjordanie, qui n'est pas dirigée par le Hamas, on le rappelle. En début de semaine, l'ex-chef d'un parti messianiste devenu ministre des Finances, son nom Bezalel Smotrich, annonce une saisie, ou plutôt un vol de 800 hectares de terre, de parcelles de terre, en Cisjordanie. Outre son messianisme et le fantasme autour de la terre promise, Smotrich a un point commun avec Netanyahou, c'est qu'il risque la case prison pour malversation, corruption, sans parler de crimes de guerre. 800 hectares donc saisis, volés dans la vallée, la vallée du Jourdain, une terre agricole très fertile. Ça s'étend sur 70 km sur le long de la frontière avec la Jordanie. Elle comprend de nombreuses zones dégagées, non peuplées, ce qui en fait une réserve précieuse pour le développement de l'éventuel État palestinien, un jour on l'espère. Sauf que l'obstacle, ce sont les implantations juives, le terreau sûrement de ces 800 hectares, saisis en plus des 300 autres annexés il y a quelques jours. Preuve que la construction des colonies sionistes va continuer, des annexions qui pourraient rendre plus difficile le déplacement des Palestiniens désormais et surtout annihiler l'espoir d'un État palestinien pourtant demandé par l'ONU et quelques 170 pays. Il faut savoir que l'ensemble de ces zones prises équivaut à la plus importante saisie de terre depuis 1993, des colonies illégales selon le droit international, et néanmoins pas moyen d'arrêter leur réalisation. Karim Zeribi. C'est dans la continuité de ce que nous évoquions auparavant, avec les décisions qui avaient été prises au Conseil de sécurité. Quand j'évoquais les 229 résolutions du Conseil de sécurité, un grand nombre concernait la politique qui était menée en Cisjordanie. Une armée et des forces de sécurité israéliennes qui accompagnent les colons pour exproprier les Palestiniens, qui les emprisonnent, souvent sans passer par la case justice. Ce sont des détentions administratives pendant des mois, des années. Là aussi, on ne parle pas d'otages, curieusement, on parle de prisonniers, de prisonniers qui n'ont pas été jugés, de prisonniers qui sont enfermés de manière tout à fait arbitraire. Donc il y a la continuité de cette politique, mais vous l'avez évoqué dans votre présentation, c'est le dessein du Grand Israël, c'est ce dessein messianique, un gouvernement qui est composé de criminels et de, je dirais, de fous. On est dans la folie la plus totale. Comment ce peuple qui a vécu l'Holocauste peut-il faire vivre et subir au peuple palestinien ce qu'il subit? Moi, j'ai un problème là de compréhension. Et j'ai un problème avec ce peuple d'Israël que je n'essentialise pas. Parce que je suis convaincu que tous les Israéliens ne sont pas favorables à Netanyahou et à son gouvernement d'extrême droite, mais ils sont en place. Ça veut dire qu'il y a une majorité qui les a mis en place. Comment une majorité de descendants de l'Holocauste peuvent accepter une telle politique? C'est invraisemblable. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et il faut que nous puissions aussi faire émerger des voix contre cette politique, des voix à l'international. On a parlé des voix algériennes, on a parlé des voix sud-africaines, on a parlé des voix en Europe et irlandaises, belges, espagnoles, mais aussi des voix, je dirais, de confession juive, de voix israélienne. Moi, j'aimerais qu'on les entende encore plus, qu'on leur donne la parole, parce qu'il faut renverser ce gouvernement. On sait très bien que s'ils ne gouvernent plus demain, ils sont en prison. Ils sont en prison, donc ils sont poursuivis, et ils seront poursuivis d'autant plus pour les détournements qu'ils ont faits que pour crimes de guerre, parce qu'ils ont bafoué le droit international. Donc on est dans cette posture inextricable. On a l'impression qu'ils peuvent tout se permettre, que personne ne peut les renverser, tant que les États-Unis seront à leur côté. Il est là, la clé, elle est là en réalité. Et l'élection américaine arrive en novembre prochain. Biden pense que son salut passe par le soutien conditionnel à Israël. Donc on est dans une posture hypocrite. On pose un droit de veto, on s'abstient, on ne le manifeste pas, mais on livre des armes, on livre des munitions et on continue d'appuyer cette politique totalement criminelle et inhumaine. Et tout à l'heure, c'est Nariman qui parlait de ses enfants. Mais vous pensez que ces enfants vont devenir quoi? Ils seront des révolutionnaires. Ils seront des révolutionnaires. On ne peut pas grandir avec un sentiment d'apaisement pour son voisin quand on a tué votre père, votre mère, votre oncle, votre frère, votre sœur. Quand on a fait de vous un orphelin, quand on vous a mis à mal, le traumatisme que ça génère pour ces enfants.
Donc pour ces femmes, c'est catastrophique. Il n'y a pas une histoire de racisme au fond, parce qu'à un moment donné, il faut trancher les questions. On ne dit rien sur l'Ukraine et la Russie, sur la Palestine, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont moyen-orientaux. Peut-être Toujours ce deux poids, deux mesures, en fait. Il y a ça aussi qui joue peut-être, non? Je pense qu'on est plus dans un enjeu d'intérêt économique que d'une question pure de racisme. Je veux dire, si vous avez un pays musulman qui est allié de l'inacceptable et de ces forces-là, il sera toléré. Si vous avez un pays musulman qui s'insurge, là, effectivement, on va essayer de lui trouver des problèmes. Mais quelque part, sur le plan occidental, vous avez raison. Moi, j'ai même vu sur les plateaux télé des gens qui disaient que pour les Ukrainiens, c'est normal qu'on les accueille parce qu'ils ont les mêmes voitures que nous. On est allé jusqu'à ces comparaisons qui sont complètement, mais alors, stupides à un point, d'une ridicule. Oui, ils ont les yeux clairs, donc ils nous ressemblent. En réalité, on n'a pas grand-chose à voir avec les Ukrainiens quand on est français. Moi, je vous le dis, ni avec les pays de l'Est. Mais c'était plus facile d'accueillir un Ukrainien qu'un Syrien. Donc, parce qu'effectivement, un Syrien est musulman, un Palestinien est musulman. Et comme on a tendance à diaboliser l'islam, pas à combattre le terrorisme, à diaboliser l'islam. Ça n'est pas la même chose. Parce que les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans dans le monde. Donc on oublie souvent de le rappeler. Et les musulmans ne peuvent pas valider la thèse du terrorisme, donc, qui est à l'encontre des principes de base des musulmans. Et je le dis en plein mois de Ramadan, donc, où on ne peut pas aujourd'hui concéder à ces principes de tuer un homme ou de porter atteinte à une vie. C'est totalement à l'encontre des principes des musulmans. Donc oui, vous avez raison, il y a une forme de racisme, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux économiques derrière. Israël représente quand même, donc j'allais dire, le bras armé des États-Unis au Moyen-Orient, et les intérêts américains sont préservés aussi par cet État. Mahdi Benaïssa, vous rejoignez un petit peu les propos de Karim Zeribi? Tout à fait, je rejoins et j'adhère même à ce que Karim vient de dire. Et vous savez, on a souvent cité certains pays européens comme les chantres un peu de la liberté. Et j'ai été très choqué quand, au début des opérations russes et du conflit entre l'Ukraine et la Russie, qu'on ait arrêté par exemple Russia Today en 48 heures partout en Europe. Ça n'a pas trop de sens parce que, ok, si vous décidez que c'est des menteurs qui ne savent pas faire, que c'est de la propagande, peut-être laissez-nous la liberté d'arriver à cette conclusion et ne pas le décider à notre place. Donc du coup, à tous les éléments, j'ai l'impression que l'incohérence ne tient plus aujourd'hui. Elle est en train de s'effilocher et ça devient de plus en plus visible. Espérons que cette fois-ci, une véritable solution soit trouvée. C'est ce qu'on espère en tout cas, même si là on est à pratiquement la fin du mois de Ramadan et que les bombes, comme le disait Karim tout à l'heure, continuent à tomber donc sur Gaza.